Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Judith Belair. Bienvenue dans ces vraies voix spéciales innovation du mardi, dédié aujourd'hui à l'innovation, évidemment, je viens de le dire, et puis à l'intelligence artificielle. Alors ce soir, on reçoit des experts qui vont nous aider à comprendre comment l'intelligence artificielle bouleverse notre vie, les secteurs de la création, de la cybersécurité, mais aussi de l'entrepreneuriat. Nous accueillons pour en parler Albert Sulzmann, qui est cofondateur de Scale Up Booster. C'est un accélérateur de start-up spécialisé dans l'IA. Bonsoir, bienvenue. Rapprochez-vous du micro pour parler. Bonsoir Judith. Bonsoir, bienvenue. Ainsi que Cyril Bizio, vous êtes cofondateur de Créatante. C'est une start-up innovante qui propose un cockpit numérique intelligent pour faciliter le travail des créatifs. Et vous êtes incubé chez Scale Up, c'est ça? Scale Up est aussi à la station FHEC. D'accord. Et puis nous sommes aussi avec Guy-Philippe Goldstein, enseignant à l'école de guerre économique, romancier, essayiste. Et vous êtes auteur, Philippe, de Cyberdéfense et cyberpuissance au XXIe siècle, et aussi du roman Babel Minute Zéro, dont on va parler tout à l'heure. Bienvenue. Bien, merci Julie. Alors messieurs, on va commencer déjà, Albert, par une petite présentation de Scale Up Booster et puis votre rôle dans l'écosystème des startups intelligence artificielle. Alors, nous sommes un accélérateur de start-up à impact international. Ça veut dire que nous sommes présents ici en Silicon Valley et notre rôle, c'est d'aider les start-up à grandir plus vite. On a un écosystème de start-up qui est très foisonnant, mais qui a comme principale faiblesse de ne pas grandir assez vite, de ne pas être assez égaux. Pour quelle raison ? Alors là, on pourrait rentrer. Il y a beaucoup de raisons. La principale qu'on met en avant, contrairement à ce que mettent en avant les autres, c'est pas l'argent, c'est avant tout pour moi la qualité et la vitesse d'exécution qui n'est pas au même niveau que ce qu'on trouve en Asie ou aux États-Unis. D'accord. Et c'est pas forcément la faute des fondateurs en l'occurrence. C'est plutôt l'ensemble de l'écosystème qui fait que c'est difficile. C'est quoi ? C'est l'écosystème français, vous voulez dire ? Oui, et européen. D'accord. Pour donner un exemple, en moyenne en Europe depuis 4 ans, entre levée de fonds seed, donc qui est assez tôt, et série A, il faut en moyenne entre 2 ans et demi et 3 ans, et entre série A et série B, encore 2 ans et demi en 3 ans. Donc environ 5-6 ans. La même chose aux États-Unis, ça prend 10 et 14 mois, ça va plus de 2 fois plus vite. Alors la question c'est et en Asie, comment on peut gagner ils sont plus proches de nous en Asie. Ouais, d'accord. Ma question c'est surtout comment on peut gagner un marathon quand on court 2 fois moins vite que les autres. Il y a un moment, c'est juste du bon sens. D'accord. Voilà. C'est une vraie question. Alors, comment vous les accompagnez justement, ces startups, pour que leurs innovations deviennent des succès commerciaux ? Parce que c'est aussi le but. C'est avant tout le commercial. Ouais. Enfin, quand on parle de qualité, vitesse d'exécution, on parle de vendre plus, de vendre mieux et de se développer plus rapidement au niveau évidemment de ce qu'on appelle la top line chez les Américains, de chiffre d'affaires. Eh bien, on les accompagne parce qu'on a un partenariat unique avec les meilleurs experts américains de la Silicon Valley. Il faut quand même reconnaître que les meilleures méthodologies du monde viennent de Silicon Valley. Souvent de Berkeley et de Stanford, et ont été travaillés sur le terrain par un certain nombre d'accélérateurs. On est partenaire exclusif d'un des meilleurs accélérateurs qui s'appelle US Market Access Center, qui ont accompagné plus de 3000 startups dans le monde. Et c'est incontournable ces partenariats justement. Ah oui, bien sûr, parce que il y a plein de choses qu'on fait mieux que les autres en France, mais quand on fait... La vitesse, c'est moyen. quand on fait moins bien que les autres, je ne dis pas qu'on n'est pas bon, je dis simplement que les meilleures méthodologies d'accélération viennent des États-Unis. Il suffit d'ouvrir un ordinateur pour voir qu'il y a pas pas la de même administration non plus. Voilà, il y a plein de raisons. Globalité, quoi. Il y a aussi une question d'état d'esprit. En fait, pour moi, je pense que même c'est même au départ une question d'état d'esprit. Quand quelqu'un monte une start-up, il veut devenir numéro 1 mondial. En France, c'est pas toujours le cas. Et puis même si c'était le cas, il y a un certain nombre d'acteurs qui font en sorte de ramener les gens à une réalité, ce qu'ils appellent une réalité un peu plus concrète. Malheureusement, ça leur coupe aussi un peu les ailes. Il faut leur donner envie de rêver et de transformer leurs rêves en réalité. Après, ça marche pas. Alors, c'est quoi les secteurs où l'IA il a le plus de fort potentiel de disruption et de croissance, quoi ? Alors là, je vais un peu me relier à la discussion qu'on a eue en début de semaine lors d'une réunion, enfin d'une soirée avec Clara Chapaz. C'est partout dans les entreprises. L'IA, ça va devenir le centre. Si on considère que c'est la même chose que l'Internet. Au début, on disait l'Internet, il faut mettre de l'Internet, et puis il faut mettre du numérique. Donc c'était un peu le truc en plus. On veut dépenser un peu d'argent pour ça. Et on s'est rendu compte qu'en fait, c'était devenu central dans la façon de travailler dans une entreprise. Et ben l'IA, prenons conscience tout de suite que ça va devenir totalement central. C'est-à-dire que c'est une transformation fondamentale de la façon de penser son entreprise. Et de nos manières de travailler. Exactement. Et donc c'est pour ça que le gouvernement a lancé le 1er juillet Oser l'IA. C'est pour que les entreprises françaises, grandes, moyennes et petites, soient à horizon 2030 très imprégnées d'IA et qu'on ne soit pas en retard. Cyril Bizio, vous avez donc cofondé Créatante, cette start-up innovante qui propose, je rappelle, un cockpit numérique intelligent pour faciliter le travail des créatifs. Qu'est-ce que c'est les plus grandes difficultés que vous rencontrez justement dans ce domaine et quels sont les points forts de facilitation ?
Les plus grandes difficultés qu'on a, c'est on travaille sur des nouvelles technologies et des nouvelles habitudes. Pas mal de personnes ne se rendent pas compte de ce qu'on peut faire avec ces nouveaux outils et surtout savoir prompter l'utiliser. Donc, je dirais d'une part, la technologie va tellement vite que savoir s'updater, savoir qu'est-ce qui est le meilleur outil pour tel moment et comment l'utiliser sont les deux problèmes principaux. Donc là, on est là pour faciliter. Donc, comment vous faites pour savoir tout ça, justement, être au courant de tout le temps? Albert l'a bien mentionné, pas mal d'innovations vient de toute façon de deux endroits majeurs au monde, les États-Unis et la Chine. Oui. Normalement, les États-Unis sortent quelque chose en premier et moins d'un mois, dans les semaines à venir, la Chine réplique. Et nous, on est plutôt... Oui, réplique, c'est le bon titre. Oui, exactement. Après, généralement, ils cassent aussi souvent les prix ou peuvent montrer qu'on peut faire moins. Ils ont une approche qui est différente des États-Unis, où les États-Unis, c'est quand même avant tout un écosystème où faire du business. Les investissements sont importants, donc il y a toute une communication investisseur aussi qui se traduit de là. Et la Chine, c'est en train de répliquer pour montrer que nous aussi, on existe. Oui. Et nous, on est entre les deux. Donc, pas simple. C'est pas simple. Et vous arrivez à trouver votre place et votre direction, en fait, comment, du coup ? Nous, on est un petit peu atypique parce qu'on est une société, on va dire, basée à la fois au Japon et en France. Donc, le gouvernement japonais nous a beaucoup aidés et maintenant la France aussi. Est très impliqué, oui. Oui, exactement. Ils font des programmes assez intéressants et par leur biais, on a pu rencontrer justement Scale Up Booster et Albert qui nous ont vraiment aidés entre les États-Unis et savoir naviguer aussi en Europe, ce qui n'est pas forcément évident. Donc, je dirais déjà bien s'ouvrir ce qui se passe à l'international, s'inspirer en fait des success stories dans différents domaines et essayer de l'appliquer d'une certaine manière ici ou essayer de convaincre les personnes autour de vous que certaines choses sont possibles. Après, les écosystèmes des investisseurs sont différents, les early adopters sont différents et la communication est différente. Donc, c'est ça le principal défi aussi à relever. Guy-Philippe Goldstein, vous avez écrit ce livre, Cyberdéfense et cyberpuissance au XXIe siècle. Là, ce qu'on entend clairement dans les voix de mes deux invités, c'est que les cyberpuissances, enfin, on est vraiment sur une hégémonie pratiquement des États-Unis et de la Chine. Comment on fait pour se placer au milieu de tout ça, quoi ? Il y a une bataille effectivement qui est en place avec deux grands acteurs. Je ne voudrais pas non plus minoriser l'espace européen qui doit se constituer. Il y a une chose très importante qu'a dit Albert sur lequel je voudrais souligner vraiment la question de la vitesse. En cybersécurité, c'est aussi les choses que je vois en termes, par exemple, d'équipement avec les outillages de pointe les plus élaborés. Quand je compare avec certains responsables américains ou israéliens et ce que je vois avec certains responsables français, je peux retrouver un petit peu les 12-24 mois en termes d'équipement. Et c'est vraiment cette question de vitesse qui est fondamentale. Comment est-ce que nous, Européens, on peut s'en sortir ? D'une part, il y a quand même une question de l'argent, des fonds de pension, en particulier en Europe, où on ne le place pas assez dans l'innovation. On est encore dans une culture, on a encore un petit peu trop peur du risque dans l'innovation. Peut-être que ça doit être aidé par l'État. En tout cas, il doit y avoir une prise de conscience d'eux. Et il y a aussi une question de l'organisation, une question de la vitesse, une question de la culture de la vitesse. Ça, c'était peut-être un point sur lequel l'État pourrait intervenir. Il est bon qu'il y ait des initiatives comme Ozelia. Mais au-delà de ça, il faut vraiment se dire que c'est une question, comme Albert l'a dit, c'est une question fondamentale pour tout le monde dans l'entreprise, au-delà de l'entreprise, pour tout le monde dans la société, parce que l'entreprise a besoin de personnes qui sont éduquées et que l'IA peut être un booster extraordinaire pour la formation du talent, pour l'exploitation du talent, pour la création de richesse. C'est un truc global. Eh ben, c'est très agréable d'entendre cela parce qu'on entend beaucoup de gens inquiets de cette IA qui est en train de prendre sa place dans notre monde. Vous restez avec nous pour cet échange passionnant sur les vraies voix spéciales innovation. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Judith Belair. Les vraies voix spéciales innovation continuent. On est toujours avec Albert Schulman qui est cofondateur de Scale Up Booster. C'est un accélérateur de start-up spécialisé dans l'intelligence artificielle. Cyril Bizio qui est cofondateur de Créatan, une start-up innovante qui propose un cockpit numérique intelligent pour faciliter le travail des créatifs. Et puis Guy-Philippe Goldstein, enseignant et essayiste spécialiste de la cyberdéfense et des enjeux stratégiques liés à l'IA. Alors messieurs, avant justement de rentrer dans le vif du sujet avec Cyril et qui nous raconte un peu ce qu'il fait, je voudrais reparler justement du lancement de cette Ozelia dont vous nous avez parlé, Albert, à l'instant, qui est lancée par le gouvernement pour faire de notre nation la nation de l'intelligence artificielle, des entreprises de l'intelligence artificielle en fait. Voilà, en fait,
fait, il y a un premier niveau qui est en tout cas de ce que j'en ai compris, hein, je suis pas au gouvernement, qui est de faire en sorte que nos entreprises soient pas en retard, ce qui est le cas aujourd'hui, et qu'on rattrape et qu'on dépasse ensuite la moyenne des pays pour être un pays très IA. Il y a un deuxième niveau qui me semble indispensable, et il se trouve qu'à la réunion à laquelle j'étais avec Clara Chapaz, je l'ai mis en avant. Je vais faire une citation. Avec la ministre. Voilà, avec la ministre, pardon. Je vais citer Jean-Philippe Desbiol, qui est l'ancien vice-président de Watson, qui est l'intelligence artificielle d'IBM, qui est à l'origine, en tout cas en partie, je crois, à l'origine d'OpenAI, qui a dit à un colloque il y a 5 ans du Therion. Il a dit l'ensemble du système éducatif mondial repose sur 2 piliers, la capacité à calculer et l'accumulation de connaissances. Ce sont les 2 domaines dans lesquels l'IA va être 1 milliard de fois plus puissante que nous. Et donc, si on ne change pas notre système éducatif, nos enfants vont être obsolètes. Et Clara Chapaz, à cette réunion, a dit nous, notre force en France, c'est d'être très créatif. Ça rejoint un peu ce que fait Créatan. Et bien justement, je pense qu'il y a un travail de fond à faire en France dès maintenant, qui est de transformer l'éducation nationale complètement, de façon à se dire comment est-ce que dans 20 ans, les générations qui vont sortir de l'école vont pouvoir être en avance sur le reste du monde grâce à cette créativité, en s'appuyant sur l'IA. C'est-à-dire que notre système éducatif va dans le mur avec l'IA. Rapprochez-vous du micro. Pardon, ça va dans le mur avec l'IA. Et donc, on a cette capacité assez unique d'être ultra créatif, inventif. Eh bien, si on changeait la façon d'éduquer, pour avoir des générations à partir de dans 20 ans qui vont inonder le monde du talent des Français. Guy-Philippe Goldstein, est-ce que c'est ça qu'il faut ? Il faut rééduquer ou éduquer carrément ? Alors il faut repenser, on va le poser comme ça. Un point, il est très important effectivement de réfléchir sur la manière de s'organiser, de favoriser l'utilisation de l'IA dans les entreprises. Il y a une étude passionnante du National Bureau of Economic Research qui a repris en fait une étude danoise qui est sortie il y a 2 mois, qui a montré que on parle beaucoup de gains de productivité très important de 25% dès la première année si on utilise l'IA, mais pour ça, il faut des entreprises où les collaborateurs aiment utiliser l'IA et où évidemment les patrons encouragent l'utilisation de l'IA. Sinon, on n'a pas les 25% de productivité, on a 3 à 7% de productivité. Un IA, si je peux me permettre de le préciser, qui fait peur, surtout qu'on entend même que certains IA très développés actuellement se retournent contre leurs créateurs. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à ça ? Oui, alors ça, c'est vraiment et on a raison de le faire, de toute façon, on a des systèmes émergents, donc on pousse à la faute certains systèmes avant la sortie et la mise en marché, pour essayer de voir, évidemment, par où ça pourrait faillir, comme lorsqu'on développe des pièces d'ingénierie dans l'aéronautique, et bien on va voir jusqu'à quel point un moteur va lâcher, ben là on fait la même chose. C'est ça qu'on fait, en fait. C'est ça qu'on fait. C'est pas parti tout seul, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est pas parti tout seul, Terminator n'est pas encore entre les murs. Maintenant, il faut évidemment faire attention parce qu'on est face à une informatique qui est un petit peu différente dans le sens où, quelque part, une métaphore que m'a donnée un ami qui est un vrai scientifique là-dessus, c'est un petit peu comme l'organisme vivant. C'est-à-dire qu'il y a des propriétés émergentes et la meilleure manière d'essayer de comprendre les questions de sécurité, la qualité, en fait, c'est comme on le fait dans le médicament, dans un univers organique et à la santé, eh bien, c'est de tester, certifier systématiquement. Mais voilà, et c'est des méthodologies à mettre en place. On vous écoute, Albert, vous avez quelque chose à dire ? En même temps, il y a quand même un risque pour moi, qui vient de la rivalité de plus en plus flagrante entre la Chine et les États-Unis. C'est quand ils sont 2 à vouloir dominer le monde, nécessairement, les barrières, les limites sautent vite parce que ça ralentit. Et c'est là où l'Europe a peut-être aussi, alors sans être trop dans la règle et dans la norme en permanence, mais aussi peut-être c'est quand même un gros marché, l'Europe. Et tant qu'il y a un gros marché, il y a quand même un certain pouvoir à influencer. Alors, il y a peut-être quelque chose là. Il y a forcément, quelque chose à faire. Il ne faut pas être dans un espèce de duel civil et militaire, et on voit d'ailleurs potentiellement les liens. L'Europe ne pourra avoir de l'influence que si elle compte, elle ne pourra compter que si elle est capable de produire des choses qui sont utiles aux Américains et éventuellement aux Chinois, mais aussi aux Indiens et au reste du monde indo-PAC. Et pour ça, et pour revenir sur un point qui avait été évoqué, nous sommes créatifs. Est-ce que nous prenons suffisamment de risques ? Je ne sais pas. Il nous faut avoir une nouvelle culture du risque qu'on apprend dès l'école, où on est des petits entrepreneurs, même à l'école, et on apprend à faire, à essayer de produire, à essayer de vendre, etc. C'est aussi ça qu'il faut commencer à apprendre. Alors, Cyril Bizot, est-ce que vous avez la culture du risque, vous, donc chez Créatan ? Oui. C'est important quand on monte une start-up. Oui, bien sûr.
Donc, j'ai eu à plusieurs reprises, notamment quand je rencontrais mon cofondateur lors d'une mission au Japon, qui m'a proposé qu'on s'associe dans un pays étranger où je connaissais pas grand-chose. Et de là est né Créaton, maintenant entre la France et le Japon, de cette magnifique rencontre. Créaton, hein ? Oui, exactement. D'accord. Alors on va le dire comme ça. Alors je vais expliquer ce que c'est un petit peu, même si vous allez pouvoir m'en dire plus quand même. Je l'expliquerai moins bien que vous. C'est le cockpit numérique des créatifs. Tout ce qu'il faut au bon endroit, piloté par l'IA pour créer plus et mieux sans perdre de temps. Alors expliquez-nous exactement en quoi ça consiste. Déjà, l'idée de ces startups est partie d'un rêve, un rêve de gamin. Ouais. On a créé CSOC il y a 4 ans, en 2021, avant ChatGPT. On voulait créer un espace de collaboratif visuel, un peu à la manière de Minority Report ou Iron 3, où vous voyez tout. Vous pouvez bouger tous les éléments. Oui. Exactement. Donc, parti de ce constat-là, on a commencé à développer notre outil. Ensuite, l'IA est arrivée. On a compris qu'il fallait prendre le train en marche. Ouais. Et donc, on est devenu un espace à la fois d'organisation visuelle, collaborative, un peu comme Minority Report. D'ailleurs, ça marche sur le métaverse et également sur ordinateur, où là, on peut interagir de manière dynamique, comme dans le film. On a utilisé la technologie des jeux vidéo pour on a les mains qui bougent, pareil. Oui. Exactement. Oui, presque ça, avec le casque, vous pouvez le faire. Rêver. Donc ça, c'est la première chose que nos utilisateurs disent, que c'est extrêmement joli et très immersif. Donc ça permet pour ceux qui ont un cerveau visuel de mieux s'organiser, de mettre en ordre leurs idées. Et on utilise l'IA pour auto-taguer et organiser automatiquement en fait tout type de fichiers, que ça soit vidéo, image, texte, audio. Donc on fait une méta-recherche sur différentes données et on est extrêmement rapide là-dessus. Et vous répondez aux défis créatifs en fait, c'est ça. La deuxième partie est la partie productivité, parce que basée sur vos données, sur les données également d'Internet, on a une fonctionnalité qui permet de collecter des données d'Internet et les mélanger à vos propres fichiers. On est parti du constat, en fait, fallait produire ou être en phase d'idéation, où là on utilise les meilleurs modèles LLM. Attention. Qu'est-ce que c'est les modèles LLM, s'il vous plaît? Parlez chinois pour moi pour le coup là. En fait, ce sont des modèles génératifs d'intelligence artificielle, soit d'images, vidéo ou vidéo tout pour la musique également. Okay. Et là, par contre, audio donc. Exactement. On peut utiliser les meilleurs modèles pour l'instant sont, on va dire, américains et chinois. On utilise les deux. mais bon, on va intégrer aussi des technologies françaises. Il y a la place pour tout le monde. C'est-à-dire que nous, on part du constat qu'il faut être efficace et avoir un bon rapport qualité-prix. Et donc, on inclut les meilleurs modèles actuels sur le marché, ce qui demande une veille permanente pour que les utilisateurs soient vraiment satisfaits et puissent créer avec à la meilleure qualité possible. Et on parle de liberté de créativité plutôt de contrainte, évidemment. Le but, c'est vraiment d'ouvrir toutes les possibilités, quoi. Juste pour résumer, c'est qu'en fait, on a tout intégré dans cette plateforme immersive visuelle et également donc ces outils pour générer du contenu organisé et un système de notes. Ce qui fait que normalement, un créatif, pour faire la production, l'idéation à la production, peut utiliser 7-8 logiciels. Là, on fait gagner, on va dire, 80% de temps et on va dire x10 en productivité. Parce que vous faites tout sur la même plateforme. Bravo. Allez, c'est passionnant cet échange des vraies voix spéciales innovation. Vous restez avec nous. Nous sommes avec Albert Schulman, qui est cofondateur de Scale Up, Cyril Bizio, cofondateur de Créatan, la start-up assez originale, et puis Guy-Philippe Goldstein, enseignant à l'école de guerre économique, romancier et essayiste. Restez avec nous. À tout de suite. Sud Radio, station multiservice. Vous est présenté par les bornes électriques Station E et son badge universel pour des usagers libres et heureux. Informations et conditions sur station avec un s-e.com. Un petit détour tourisme et transition avant de reprendre notre spéciale innovation. Direction la cité de Guillaume le Conquérant en Normandie. Pour ceux qui veulent bien commencer l'été et surtout faire du sport, direction Sport 2000, on accueille Thierry Sevaux qui est gérant du magasin Sport 2000 à Dives-sur-Mer. Bonsoir Thierry. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Alors Thierry, vous êtes donc gérant de ce magasin à Dives-sur-Mer. Dives-sur-Mer, c'est quand même la côte fleurie. Quelle destination de vacances, j'ai envie de dire. Oui, on en profite en fait de belles plages du département sur cette côte où on a vraiment la chance d'avoir la verdure à quelques pas et la mer tout de suite. Donc c'est vraiment avec cette cité balnéaire de Cabourg aussi qui est toute proche. Donc on est vraiment très gâtés par l'emplacement. Et en termes de fréquentation, alors comment ça se passe cet été ?
L'été, en fait, on multiplie la population par 6. Ah oui, c'est énorme. On passe de 20 000 à 120 000 personnes sur la côte fleurie. Donc la côte fleurie va de Deauville jusqu'à Cabourg. Donc on est vraiment sur une station balnéaire assez forte. Bon, alors vous êtes engagé, Thierry Sevaux, avec votre magasin Sport 2000 à Dives-sur-Mer, dans une démarche de transition énergétique. Qu'est-ce que vous avez mis en place exactement ? Tout d'abord, nous, on a d'abord installé 200 mètres carrés de photovoltaïque sur le toit du magasin. D'accord. Ce qui nous permet en fait de réduire notre consommation électrique de plus de 80%. Donc aujourd'hui, pour donner un chiffre simple, au lieu de payer entre 5 et 6 000 euros d'électricité par mois, on est à peu près dans les alentours de 100 euros. D'accord. Et l'idée, c'est vraiment de faire du bien à la nature, quoi. C'est ça votre volonté, hein ? Oui, en fait, du coup, on a la chance aussi d'avoir un cadre ensoleillé, donc ça nous permet en fait de récupérer ces énergies tout en profitant de ces économies et aujourd'hui de profiter que la planète vive mieux grâce à ça, quoi. D'accord. Alors, vous avez une station multiservice qui va être disponible dans l'été. Racontez-nous ce que c'est comme avantage pour vous et puis surtout pour les clients de votre magasin de sport. Alors, du coup, l'idée, c'est de venir se recharger au magasin pendant qu'ils font leurs courses et de bénéficier aussi de cette énergie renouvelable et de pouvoir, en fait, aujourd'hui, ne pas penser à faire le plein de leur énergie, être dans le magasin, leur apporter un service supplémentaire. C'est vraiment l'idée est vraiment de véhiculer cette façon de décarboniser en fait le carburant. D'accord, donc ça vous amène du monde aussi en plus, on imagine. Oui, ça c'est vraiment le but aussi en soi, c'est d'apporter un service supplémentaire à la clientèle qui pourra en fait aujourd'hui trouver tous les avantages et les services dans le parking. Et alors dites-moi, est-ce que vous avez la clim vous ? Donc c'est une acclim qui fait attention à la transition énergétique, comme quoi ça marche avec les panneaux photovoltaïques, que c'est possible, quoi. Oui, c'est tout à fait. D'accord, et c'est très nécessaire en plus. En fait, c'est plus qu'indispensable. Ça permet en fait un confort client et un confort pour la clientèle qui n'est pas négligeable, même pour mes collaborateurs, puisqu'aujourd'hui on a quand même 8 collaborateurs tout l'été. Et quand il fait un peu plus de 30 degrés à l'extérieur, nous sommes climatisés à 24, et tout en faisant attention à la planète. Merci beaucoup Thierry Sevaux. Je rappelle que vous êtes gérant du magasin Sport 2000 à Dives-sur-Mer et que Station E, ça a changé votre vie. Station E multiservice. Allez, à très bientôt et nous on reste ensemble pour la suite des Vraies Voix spéciales Innovation. Sud Radio, station multiservice. Vous a été présenté par les bornes électriques Station E et son badge universel pour des usagers libres et heureux. Informations et conditions, station avec un s-e.com. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h, Judith Belair. C'est aussi une révolution dans la rue. Alors, nous avions Guy-Philippe Goldstein qui a des choses à dire dans Les Vraies Voix de l'innovation. Je vous écoute. Oui, on a beaucoup parlé de l'IA en termes de création de valeur, et ça c'est fondamental, même potentiellement de changement de société. C'est aussi fondamental d'accompagner ce changement de société. Mais il faut aussi un petit peu évoquer les questions de cybersécurité. Pourquoi ? Parce que si ces systèmes-là ne sont pas sécurisés, on ne les emploiera pas. Ils ont des propriétés émergentes en tant que telles qui sont assez étonnantes. On peut être capable de leur parler, d'écrire un prompt et puis tout d'un coup, de façon directe ou indirecte, être capable de changer leur comportement. On sait aussi qu'il y a de plus en plus de cybercriminels qui utilisent ces systèmes-là. Alors parfois à des fins qui pourraient paraître banales et simples et qui en fait sont extrêmement efficaces, comme par exemple écrire l'email qui viendrait de votre directeur, mais alors exactement avec le ton, la voix, le vocabulaire de vos directeurs, vous tombez dans le panneau. Et aussi ce qu'on commence à voir avec des capacités à faire des deepfakes, c'est-à-dire des images, vidéos, voilà. Et vous le voyez par exemple sur votre conférence Teams ou Zoom ou tout ce que vous utilisez pour votre visio, et vous pensez avoir une visio avec à nouveau votre directeur ou le patron des finances, c'est la mauvaise personne. Bon. Alors Guy-Philippe Goldstein, vous avez écrit un roman quand même qui s'appelle Babel Minute Zéro. Vous connaissez bien votre sujet parce que c'est un livre qui a inspiré la politique cyber du gouvernement israélien.
Israéliens, c'est pas rien quand même. Hein. Alors ça, c'est une histoire qui est un tout petit peu vieille, qui a maintenant une quinzaine d'années, qui a été racontée dans un essai qui s'appelle Saber Power, qui est paru en France et qui a été écrit par Eviatar Matiana, qui est le premier patron du National Cyber Directorate en Israël. C'est l'équivalent israélien de ce que nous, on a en France avec l'ANSSI, l'Agence nationale civile sur la cyber. Et effectivement, pour la petite histoire, les Israéliens qui veulent aller vite face à des dangers qu'ils ressentent peut-être plus fortement que nous, sont posés la question de l'importance du cyber il y a une quinzaine d'années. Et il y a une commission qui a été mise en place et on a réfléchi, ok, mais est-ce qu'on a une vision de ce à quoi pourrait ressembler un conflit cyber? Bon, à l'époque, la seule chose qui traînait, c'était mon roman qui racontait effectivement un conflit entre la Chine et les États-Unis pour le contrôle de Taïwan, se passant dans le cyberespace, et c'est ce qui est raconté dans l'essai. C'est un roman pas loin de la réalité, quoi. On verra comment les choses vont évoluer dans les 2 ans, et moi j'ai un petit peu peur, effectivement. Alors vous, Albert Schulman, quand même, je voudrais vous poser une question, parce qu'on parle de développement rapide depuis tout à l'heure et de l'importance de ce développement de l'intelligence artificielle, mais comment on fait pour se développer très rapidement et puis justement contrôler, maîtriser ces risques cyber, quoi? Il y a deux questions en une. Ouais. Il y a un mais peu c'est de une question globale quand même. En fait, comment on fait? C'est pas 2 questions en une. Comment on fait pour aller vite en restant sécure, quoi, en fait? C'est pas simple. Je crois que ça fait partie des réflexions que tout le monde pose sur la table en ce moment. J'ai tendance à penser qu'en France et en Europe, allons d'abord vite. En pensant cyber dès le début, parce qu'en fait, l'idéal, c'est de penser sécurité by design. Et à partir du moment où c'est dans le design, dans la réflexion de base, on peut arriver à aller vite. Donc il faut l'intégrer dès le départ, quoi. C'est ça. Ouais. Le problème, c'est que quand on fait les choses les unes après les autres, c'est un peu comme des cautères sur des jantes de bois les unes après les autres. Il y a un moment, ça nous ralentit énormément. Et c'est pour ça qu'il y a une vraie réflexion. Et pour ça, les Français, on est en général assez bons, puisqu'on est très conceptuel. Sur la réflexion, déjà, sur la réflexion de dire, et si on prenait tout depuis le départ, et ensuite, comment on aide ceux qui sont déjà partis à transformer. Mais il y a un vrai mélange entre la réflexion et l'opérationnel. Il ne faudrait pas que ceux qui réfléchissent oublient qu'il faut mettre des gens qui vous disent c'est réaliste ou c'est pas réaliste, parce que c'est aussi parfois... Vous avez eu ça, vous, Cyril, des gens qui vous ont dit attention, c'est pas réaliste? Pas forcément là-dessus, parce que j'ai la chance d'avoir un cofondateur qui est très technique. Je rappelle tout de même pour les auditeurs qui nous rejoignent que vous avez cofondé Créatan, donc la start-up assez originale qui simplifie le travail des créatifs. Allez-y. Oui, en fait, là-dessus, j'ai la chance d'avoir un partenaire qui vient de la technique et qui a monté des projets pour de différents, on va dire, structures des télécoms et gouvernements. D'un point de vue sécurité, il connaît bien ça. Donc nous, ça s'est pas posé là-dessus. D'accord. Oui. Il y a un point important sur la cyber, pardon. Allez-y. C'est que c'est une question qui est une question profondément business. Si aujourd'hui on voulait penser la cyber, il faudrait la penser comme la qualité. De la même façon que quand on crée des systèmes industriels, il fallait que les écrous soient bien, que tout soit bien lié, etc. Aujourd'hui, lorsqu'on produit du logiciel, c'est testé directement par des agents malicieux, des cybercriminels, et donc la qualité d'un logiciel, c'est sa cybersécurité. Comment il résiste, quoi? Comment il résiste exactement. Et ça a un coût. Alors ça, c'est des études que j'ai pu mener avec PwC et un groupe qui s'appelle BC. Et on a montré en gros que lorsqu'on a une boîte, une taille plus ou moins conséquente, si on se fait avoir et qu'on a mal réagi, eh bien c'est 20% de la valeur de la boîte. Donc, par exemple, vous êtes une boîte de 10 milliards, vous pouvez perdre 2 milliards si vous avez mal réagi face à un incident cyber grave, et vous avez mal réagi si vous êtes mal préparé. Et donc, je veux dire, voilà, c'est un coût économique important. Et un bon exemple Albert sur les hôpitaux. Schulman. Oui, justement, j'allais y venir. C'était ma question d'après. Merci de m'avoir devancé. À Versailles, qui a été à côté de Versailles, qui a été bloqué pendant plusieurs mois, et impossible, comme ils voulaient pas céder évidemment par des hackers. Au chantage, impossible. C'est-à-dire que c'est là où on se rend compte. demandait beaucoup d'argent en fait. Ah oui, mais enfin, comme l'a dit Guy Philippe, le problème qu'il y a, c'est fondamentalement, ce sont d'abord les gens mal intentionnés qui ont compris l'utilité qu'ils pouvaient en faire. Et est-ce que la collaboration entre start-up, acteurs publics et les militaires, même peut-être, ça peut aider dans ce domaine? Alors ça, c'est un de mes grands sujets. J'aime beaucoup cette question. On me demande souvent, c'est quoi la différence entre la Silicon Valley et nous? La différence entre la Silicon Valley et nous, c'est d'abord l'état d'esprit, on en a parlé, et ensuite la façon dont on communique en temps réel, efficacement, avec des gens qui sont directement concernés. Et oui, il faut plus de coopération, voilà. Bien sûr. Rapidement. Parce qu'il y a un exemple là-dessus qui est celui d'Israël, où ça coopère parce que les gens se connaissent, et donc les militaires, les entrepreneurs, les universitaires, tout ça, ils discutent, ils collaborent. Il n'y a pas de silo. Et ça, c'est très important pour faire une organisation qui soit agile, qui réagit rapidement, pour faire une nation qui soit capable de réagir rapidement. Il faut se parler.
Et ben voilà, comme quoi il faut parler comme à la radio. Vous restez avec nous, c'est bientôt la fin de cette spéciale innovation, mais il y a encore quelques échanges passionnants qui arrivent. Surtout, restez avec nous sur Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Judith Belair. C'est bientôt la fin de ces vraies voix spéciales innovation. On l'a vu ce soir, l'IA peut être un formidable levier de création, d'efficacité et même de souveraineté, mais il faut qu'elle soit maîtrisée, encadrée et surtout pensée humainement. On était avec Albert Schulman, qui est cofondateur de Scale Up Booster. C'est un accélérateur de start-up dans l'IA et c'est à l'international, c'est important de le dire. On est aussi avec Cyril Bizio, qui est cofondateur de Créatan. C'est une start-up assez originale pour simplifier le travail des créatifs. Et puis Guy-Philippe Goldstein, vous êtes enseignant à l'école de guerre économique, romancier et essayiste, auteur de Cyberdéfense et Cyberpuissance au XXIe siècle et du roman Babel Minute Zéro. Vous aviez envie de rebondir, Charles. Oui, je voulais rebondir sur le fait que les écosystèmes sont en train de se structurer en France et autour d'un sujet qui est fondamental et pour lequel l'IA, aussi bien que la cyber, sont importants, c'est la souveraineté. Parce que ça veut dire quand même être un peu protéger nos citoyens. Et Guy Gorevitch et Michel Béard ont fondé Défense Angel. C'est le premier groupe de business angel dédié à la défense en Europe. Il n'y en a pas d'autres. Et je crois que c'est important de le dire et qui tourne autour de tout ce qui est défense, sécurité, sûreté et souveraineté. Et en intégrant des grands industriels, intégrant des financeurs. C'est vraiment un groupe avec une vision de transformer les choses par le bas et pas que par le haut. Et on est ravis d'en faire partie et d'en être partenaire. C'est des initiatives comme ça qui changent la donne effectivement. Cyril Bizio, vous proposez une IA, on l'a dit, qui sert à la créativité. Qu'est-ce que l'humain ne délèguera jamais à une machine, même ultra performante, on peut savoir? Écoutez, très bonne question. Je dis déjà il faut savoir que tout, en fait, ces modèles génératifs s'inspirent de données. Ils ne créent rien. Tout a été en fait structuré dans des données auparavant. Après avoir travaillé avec des directeurs de films, des directeurs de création, des artistes, la machine ou l'IA a des limites dans la création de nouveautés, de concepts, d'innovations. Pour l'instant, elle n'est pas capable. C'est bon pour les effets spéciaux, mais pas pour d'autres trucs. Oui, et encore, ça vient passer au premier résultat pour les effets spéciaux. Ou pour les voix, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des voix, qui perdent leur travail en ce moment. Oui, mais on travaillera avec la machine, que les créatifs ne s'inquiètent pas. On se rend compte que, en fait, c'est juste un outil, une aide qui va les aider à être plus performants et productifs, à aller plus vite, mais ils ne seront en aucun cas remplacés par la machine à l'heure actuelle. Philippe Goldstein. Il y a une bataille silencieuse sur ce plateau, je tiens à le dire. Amicale, bien sûr. La machine ne peut pas remplacer la chose la plus essentielle. La machine est un outil qui doit être l'expression de la volonté de l'utilisateur et très souvent l'utilisateur ne sait pas ce qu'il veut. J'écoutais Steven Spielberg sur d'autres sujets avant-hier et qui disait dans beaucoup de films au démarrage je ne sais pas ce que je veux et ça c'est ce qui fera tout le temps la distinction parce qu'il faudra tout le temps une volonté et elle n'est irremplaçable parce que c'est la volonté de l'utilisateur de l'outil et un outil derrière qui pourra pour le coup faire beaucoup plus de choix, ce qui rendra d'ailleurs le choix final encore plus compliqué et donc l'importance fondamentale de l'utilisateur humain encore plus forte. Ça c'est une chose. Et l'autre chose, on l'avait évoqué, l'importance justement donc d'avoir de nouveaux décideurs pour le 21e siècle, des gens qui sont formés pour tel. On s'est posé la question, oui, alors face à tous ces moyens, est-ce que ça peut être trop compliqué? L'IA offre une solution pour mieux former. Je donne juste un exemple extraordinaire. Banque mondiale, Nigeria, en début d'année, des étudiants de niveau lycée face à un mentor IA et en 6 semaines, ils ont eu un développement éducatif équivalent à 2 ans de gain. Ça a été reproduit d'une autre façon à Harvard University au niveau des premières années pour les études de sciences physiques, donc rien à voir. Et on voit aussi, grâce à le mentor IA, le tutor IA, une extraordinaire possibilité d'augmenter le niveau d'éducation. Et ça peut être sur les connaissances et le savoir, mais ça peut être aussi sur la capacité à prendre des risques, tester, expérimenter, découvrir, ce qui seront les dimensions fondamentales de notre âge IA qui commence. Albert Schulman, vous aviez des choses à dire vous aussi. Non, mais je suis très impressionné par ce que vient de dire mon collègue. Je pense qu'effectivement, l'enjeu principal, c'est la transformation, c'est que nous, on se jette dedans. Donc là, il y a vraiment un mouvement à créer pour que dans Oser l'IA, derrière, il y a... Et c'est de stopper notre propension naturelle à l'inquiétude aussi, hein, j'ai envie de dire. Oui, alors, bon, je n'aurais pas la prétention de penser que c'est facile, mais en même temps, les Français regorgent d'un esprit d'enthousiasme qui est souvent caché. Et
Et si on se jetait tous dans l'IA, on se rendrait tous compte que ça valorise beaucoup plus tout ce qu'on sait faire et que ça nous permet aussi de prendre un peu plus de contrôle sur ce qu'on fait, sur nos vies et sur notre création. Alors Cyril Iseau, d'aucuns vous diraient que par exemple, si on crée un dessin avec l'IA, c'est pas nous qui l'avons créé, quoi. Pour rebondir à ce qu'a dit mes confrères, en fait, derrière l'IA, il y a une intention. Et l'intention est humaine. Donc déjà, donc si l'intention est humaine, c'est pas une fraude, quoi. C'est pas une fraude. La vision est humaine. Donc pour rassurer les personnes créatives ou les personnes utilisant l'IA, l'intention est humaine, la vision est humaine. L'IA est un outil. Des fois, vous demandez aux personnes, ils ne savent pas utiliser l'IA, mais même sans IA, ils n'ont pas de vision, n'ont pas d'intention, donc le problème est ailleurs. Les questions à se poser sont différentes. Ne pas mettre le problème sur l'outil, mais sur l'utilisation derrière. Je vais rajouter un point, je pense qu'il a entièrement raison. En fait, on l'oublie, mais l'IA s'est développée en lisant. L'équivalent humain de lisant. Et nous, on arrête de lire. Il y a un moment, je pense qu'il y a une question à se poser aussi. Si ça se nourrit d'un côté, ça se nourrit pas de l'autre. Il faut que les deux se nourrissent. Et il y a quelque chose de très intéressant là-dessus. C'est ce que l'on voit, par exemple, dans des environnements qui sont totalement automatisés, comme par exemple les cockpits d'avions. Eh bien, ce que l'on demande aujourd'hui aux pilotes d'avions de ligne commerciale, c'est non seulement de savoir évidemment piloter avec le meilleur des instruments les plus automatisés, mais aussi d'être capable de reprendre la main si nécessaire. Et ce que montre aussi, quand vous êtes dans les simulateurs de vol, c'est souvent face à des chocs qui ont jamais été ou très rarement des chocs communs, parce que c'est nécessaire, et ça c'est ce que les compagnies aériennes se sont rendues compte depuis une quinzaine d'années, d'apprendre que le pilote lui-même apprenne à reprendre la main, à sentir ce qu'est l'avion. Et ce que l'on va voir très probablement, c'est que de plus en plus on va apprendre à utiliser, entre guillemets, la machine, et à l'utiliser pour aller toujours plus loin, et également d'être capable de temps en temps de reprendre la main, et aussi donc de passer beaucoup plus de temps dans la formation. Ce que font les pilotes de ligne qui peuvent passer 30 à 50% de leur temps dans la formation. Bien sûr. Vous aurez le mot de la fin, Albert Schulman. J'ai de la chance. Eh bien, je pense que il y a un des grands enjeux de notre pays, je crois, c'est que l'IA se développe là où il y a le plus d'entreprises et de personnes, c'est-à-dire dans les TPE et les PME. Je crois que c'est vraiment là, et que c'est dans ces domaines. C'est ça la force vive. Exactement, c'est dans ces domaines-là parce que les grands groupes vont le faire. C'est dans ces domaines-là où ça a le plus d'impact, et c'est pour ça que le plan Oser IA, je pense, a vraiment une belle raison d'être. Il prépare une académie, il y a des ambassadeurs pour essayer de rassurer les personnes, leur donner envie de le faire. Et que ce soit un plombier, que ce soit un commerçant, ils se rendent pas compte aujourd'hui de ce que l'IA peut leur apporter, et pourtant ça va leur apporter beaucoup. Du gain de temps. Merci à tous les trois. On est obligés d'arrêter. Je sais que c'est une conversation passionnante. Ça m'a bien passionné moi aussi d'ailleurs. Je vous rappelle que vous étiez ce soir, chères auditrices, chers auditeurs, avec Albert Schulman, qui est cofondateur de Scale Up Booster et accélérateur de start-up dans l'IA et à l'international. Merci d'être venu par ici, Albert. Merci, Julie. Cyril Bizio, cofondateur de Créatante. C'est une start-up assez originale qui simplifie le travail des créatifs et que vous avez donc co-créé. Bravo. Et puis on vous souhaite bien de la réussite, tout simplement. Merci. Et à l'international, voilà. En France aussi. Et en France aussi. Et puis Guy-Philippe Goldstein, vous êtes enseignant à l'école de guerre économique, romancier et essayiste, auteur de Cyberdéfense, Cyberpuissance au XXIe siècle et du roman Babel Minute Zéro. Merci beaucoup d'être venu par ici aussi. Merci à vous qui nous écoutez. Continuez d'oser, d'innover et surtout de penser librement. À demain. On retrouve tout de suite Laurie Leclerc du côté des commerces.